Salut les sans-culottes, j'espère que tout le monde va bien depuis la dernière vidéo. Moi c'est Thierry, et lui c'est Juan Dagobert, mais on s'en berlec. Alors, comme promis dans la vidéo de présentation de la chaîne, aujourd'hui on va discuter des valeurs philosophiques sur lesquelles nous pourrions baser notre nouvelle société réellement démocratique. Alors, la vidéo va aborder 4 parties. Dans une première partie, on va retourner au basique, à notre condition animale. Dans une deuxième partie, on abordera le concept de progrès. Dans une troisième partie, on parlera d'émancipation. Et pour finir, je vous proposerai une valeur qui me paraît en phase avec la mise en place d'une démocratie réelle en 2022. Allez hop, chauffe Marcel, on va se promener du côté des lois de la nature. Alors, dans la nature, tous les êtres vivants, nous compris, sommes déterminés à vivre le plus longtemps possible. En bonne santé, c'est encore mieux, et à nous reproduire. Bon, et pour vivre et nous reproduire, nous avons besoin de ressources, d'eau, d'air, de soleil, à manger, etc. Et nous, les humains, comme on est très exigeants, il nous faut en plus du pétrole, des minerais, de la bière, du PQ, apparemment c'est important, des téléphones portables, et donc de l'argent, etc. Bon, et alors, quand des êtres vivants n'arrivent pas à s'approprier une ressource individuellement, eh bien, ils se mettent à plusieurs. Par exemple, un loup tout seul ne peut pas tuer un élan pour le bouffer, trop gros, trop dangereux. Alors, il forme une meute et attaque les élans en utilisant des tactiques de chasse collective. Voilà, c'est ce qu'on appelle la coopération. Maintenant, si des êtres vivants se retrouvent en compétition pour s'accaparer des ressources, ils peuvent envisager 2 stratégies. Soit ils coopèrent, soit ils se foutent sur la gueule. Ça, c'est la rivalité. Et le choix de la stratégie dépend de nombreux facteurs. Bon, si a priori on peut se contenter de moins, on peut toujours partager. Mais pour revenir à nos loups, pour être sûr d'avoir suffisamment de proies à manger, ils se définissent un territoire et ils se foutent sur la gueule de tout autre prédateur qui rentrerait dedans et serait susceptible de piquer leur proie, parce qu'ils ont besoin d'un minimum de bouffe pour survivre. Et l'ensemble du monde vivant est pris dans ce jeu d'interaction pour s'approprier des ressources où s'entremêlent stratégies de rivalité et de coopération. Et ça peut être très complexe. Par exemple, l'entreprise Total est un groupe d'individus qui coopèrent pour extraire, transporter, raffiner et vendre du pétrole. Mais à l'intérieur de l'entreprise, Benjamin et Océane sont en rivalité car Monique doit partir à la retraite et tous les deux veulent prendre la place de Monique. Bien. Et Total est en concurrence, donc en rivalité, avec BP et ExxonMobil, car Total veut prendre des parts de marché aux 2 autres pour accroître les dividendes de ses actionnaires. Mais dans le même temps, les compagnies pétrolières se sont fédérées pour défendre les intérêts de l'industrie pétrolière et faire du lobbying à Bruxelles. Bref, vous voyez le tableau. Et nous sommes toutes et tous pris dans ce jeu pour répondre à l'ensemble de nos besoins fondamentaux. Alors, les scientifiques qui observent tout ce bordel montrent que la coopération, quand elle est possible, évidemment, est plus rentable que la rivalité. Car avec la coopération, tout le monde est gagnant, alors qu'avec la rivalité, il y a au moins un perdant, sinon 2. Les pays européens l'ont bien compris. Alors qu'ils dominaient le monde, ils se sont foutus sur la gueule au cours de 2 guerres mondiales et au final, ils se sont tellement affaiblis qu'ils ont perdu toutes leurs colonies. Ce qui était plutôt une bonne chose pour les coloniser, ceci dit. Bien. Heureusement pour nous, nous avons le langage. Et en cas de conflit, on peut dialoguer et trouver des solutions équitables. On peut donc éviter la rivalité en négociant. Et c'est ce que les pays européens ont fait après la Seconde Guerre mondiale, en créant l'Union européenne. Et depuis, quand on n'est pas d'accord, on négocie à Bruxelles plutôt que s'envoyer des bombes dans la face. C'est plus profitable pour satisfaire nos besoins. Mais d'ailleurs, quels sont les besoins des humains ? Eh bien, la pyramide de Maslow les hiérarchise comme ceci. Alors, comme vous voyez, en bas, ce sont les besoins physiologiques. Respirer, boire, manger, forniquer, faire pipi et caca, youpi. Au-dessus, le besoin de sécurité, aussi bien physique que social, la propriété, tout ça. Au-dessus encore, le besoin d'appartenance à un groupe, une communauté, la relation amoureuse, etc. Toujours au-dessus, les besoins d'estime, la confiance en soi, la reconnaissance des autres, être apprécié, etc. Et pour couronner le tout, les besoins d'épanouissement, d'accomplissement, trouver un sens à sa vie, trouver sa place dans la société, tout ça. Voilà. Ça en fait des besoins à satisfaire, c'est épuisant. Bref, si on résume la première partie, nous avons des besoins à satisfaire. Pour cela, il nous faut
des ressources et en cas de compétition, on peut éviter la rivalité en négociant une bonne coopération. Voilà, c'est pas si compliqué finalement. Et maintenant, deuxième partie, on va parler du progrès. Alors, avant le XVIIe siècle, les Européens pensaient que le temps était cyclique et que l'âge d'or était derrière nous. C'était plutôt démoralisant. Et avec les évolutions de la science et de la philosophie, Newton, Galilée, tout ça, on a changé de représentation du temps. Le temps est devenu linéaire et l'âge d'or était devant nous. Donc on peut progresser et grâce à la science et à la technique, on va pouvoir améliorer nos conditions de vie qu'ils se disaient nos ancêtres. Et si travailler dans les usines, c'est dur, ils se disaient qu'ils se sacrifiaient pour les générations futures qui auraient des conditions de vie meilleures qu'eux et que grâce à leur travail, l'âge d'or arriverait bientôt. Super! On n'arrête pas le progrès! Une valeur qui a été fondamentale du XVIIe siècle il y a très peu de temps. Mais le progrès pose plusieurs problèmes. Déjà, il a été développé dans un cadre politique, économique et social essentiellement basé sur la rivalité. Rivalité entre nations, colonisation, concurrence entre les entreprises, lutte des classes. Et tout cela a été aggravé par le darwinisme social. Mais qu'est-ce que c'est? Comme vous le savez, au XIXe siècle, Darwin a démontré l'évolution des espèces par la sélection naturelle. Et il a montré que pour être sélectionné, il fallait s'adapter, soit en étant le plus fort, soit en coopérant. Mais les dominants contemporains de Darwin ont surtout retenu ce qui les intéressait, la rivalité qui justifiait leur domination, et ont interprété les choses comme ça. La nature, c'est la loi de la jungle, la loi du plus fort, les plus faibles crèvent, dans la vie, il y a les baiseurs et les baisers, c'est comme ça, c'est la nature. Les nazis ont d'ailleurs totalement élaboré leur idéologie sur cette représentation. L'humanité est composée de races qui sont en guerre les unes contre les autres pour l'appropriation des ressources, et nous, les Ariens, nous sommes génétiquement supérieurs et on doit gagner cette guerre à mort. Donc on envahit l'Europe, on colonise la Russie, on élimine les Juifs qui veulent la mort du peuple allemand, etc. Les nazis étaient persuadés de cela et ne considéraient d'ailleurs pas faire de la politique. Pour eux, leur démarche était scientifique. L'État, ça sert à rien, la justice, tout ça, c'est des conneries. On remplace l'État par des agences qui vont faire un travail scientifique, le pouvoir aux experts. Et ils haïssaient le concept universaliste de la Révolution française, on est tous égaux, gna, voilà. Donc, problème du progrès dans la rivalité qui a abouti à des horreurs comme la Shoah ou Hiroshima. Deuxième problème, le matérialisme est devenu notre modèle de civilisation, car il s'agit surtout de progrès matériels, qui consomment de plus en plus d'énergie et de matières premières. Et ça nous a amené à cette catastrophe écologique et climatique. L'épidémie de coronavirus étant une des premières conséquences mondialisées de tout ça. Alors, il y en a qui disent c'est la faute au capitalisme. Non, c'est la faute au matérialisme. Les soviétiques bousillaient autant, sinon plus, la planète que nous, et aussi étaient matérialistes. Le capitalisme, en revanche, c'est un modèle économique qui a poussé à fond le matérialisme, qu'on appelle la société de consommation, où les individus ne sont plus que des agents économiques, les consommateurs au service de la croissance pour l'enrichissement des dominants. Du coup, notre besoin d'épanouissement, la pyramide de Maslow, il est un peu oublié dans l'histoire. Alors, face à cette situation, les dominants tentent de nous embrouiller en nous disant « Mais non, le progrès technologique va tout solutionner, la croissance verte, la transition écologique, le transhumanisme, même tout ça. » Et plutôt que de gérer le problème, on essaie de réparer les dégâts. C'est ce qu'on appelle l'innovation. Depuis 10 ans, on ne parle plus de progrès, maintenant on parle d'innovation. C'est la nouvelle valeur. Et l'innovation, c'est quoi? C'est ce qu'il faut faire pour pas crever. Une entreprise doit innover pour pas se faire bouffer par ses concurrents. Un pays soutient l'innovation pour rester compétitif dans le marché mondial et ne pas s'effondrer. Bref, l'innovation, c'est une valeur mortifère. Voilà ce qu'on nous propose. Nous, on n'est pas d'accord. On ne veut pas du plus, du niveau de vie qui va tous nous flinguer. On veut du mieux, de la qualité de vie. Et on veut recréer du commun pour coopérer collectivement sur la gestion des ressources et donner du sens à nos vies. Voilà. Bon alors, si on résume la deuxième partie, le progrès, ok, mais les ressources doivent être mises en commun afin d'être gérées dans le cadre de la coopération, pas de la rivalité, et le progrès matériel n'est pas une fin en soi. On n'est pas des machines à remplir des caddies qui ne nous rendent même pas heureux. Voilà. Et maintenant, on attaque la troisième partie. Vous pouvez faire une pause si vous voulez, mais moi j'y vais.
Alors maintenant, on va parler d'émancipation, qui est aussi une grande valeur qui vient du siècle des Lumières. L'émancipation, à l'origine, ça signifie libérer un esclave. Puis, au siècle des Lumières, on a voulu s'émanciper du pouvoir des princes par l'égalité et la nation. Alors, la notion d'émancipation est liée au déterminisme. Je m'explique. Le déterminisme est une doctrine philosophique selon laquelle tous les événements, et en particulier les actions humaines, sont liés et déterminés par la chaîne des événements antérieurs. Ouh là là. Et il y a plein de niveaux de déterminisme. Le déterminisme sexuel, par exemple, si tu nais femme au Moyen-Âge, tu es déterminé à te marier et à faire plein d'enfants ou à être bonne sœur au couvent. Le déterminisme psychologique, si tu as fait la guerre en Irak, tu es déterminé à souffrir de stress post-traumatique. Et il y a bien sûr le déterminisme social. Si tu es fils d'ouvrier, tu es déterminé à ne pas rentrer à l'ENA. Notre vie est tout un jeu de déterminisme en fait. Mais évidemment, tout n'est pas écrit non plus. Une rencontre, un événement peut provoquer un déclic qui amène un individu à s'émanciper de sa situation. Mais en fait, cette émancipation est elle aussi déterminée par la rencontre ou l'événement. Il faut bien comprendre qu'on s'émancipe de quelque chose pour se réaliser ailleurs. Mais on peut aussi rester aliéné par ailleurs. Par exemple, une femme peut s'émanciper d'un mari violent et rester aliénée à son patron exploiteur. Bon, et alors? Et alors, j'y viens. En fait, les différents courants politiques se différencient aussi par rapport à leur vision du déterminisme et de l'émancipation. Pour les socialistes dans le sens historique du terme, nous sommes des êtres sociaux fortement sujets au déterminisme social. Les gosses des dominants seront dominants, les gosses des dominés seront dominés. Et les socialistes proposent de s'émanciper du déterminisme social par l'égalité. Et pour imposer l'égalité, ils proposent un État fort qui donne accès à l'éducation à toutes et tous, redistribue les richesses, etc. Voilà. Mais pour les libéraux, il n'y a pas de déterminisme social, ou un peu alors. Ils pensent que nous sommes libres, quand on veut, on peut, c'est la méritocratie, chacun est responsable de lui-même, et nous avons besoin de liberté individuelle, de liberté d'entreprendre. L'État est une entrave à les libertés et au développement économique. Vive la loi du marché, il faut que les riches puissent s'enrichir pour que ça ruisselle, etc. En fait, ils font du darwinisme social. Et ils ont toujours une exception qui confirme la règle à nous coller devant le nez, l'ouvrier qui est devenu ministre, regardez Pierre Bérégovoy, bah oui, mais il y en a qu'un. Et puis, il y a les conservateurs qui pensent qu'il y a un déterminisme social, mais que c'est très bien comme ça, chacun est à sa place. Un déterminisme sexuel aussi, la femme elle fait les enfants et la cuisine, tout va bien, ils assument. Bref, si on n'est ni conservateur ni libéral, et que l'on souhaite que les citoyennes et les citoyens aient la possibilité, s'ils le désirent, de s'émanciper de leur situation sociale, il faut créer les conditions pour déterminer l'émancipation. Et c'est ça de la politique. Par exemple, on peut créer des situations par le mouvement social. Les Gilets jaunes sont un mouvement social émancipateur. La conférence citoyenne pour le climat a été un événement social émancipateur pour les 150 citoyennes et citoyens qui y ont participé. Ça a changé leur vie. Ils se sont émancipés de leurs conditions d'électrices et d'électeurs. Bon, si on résume la troisième partie, on n'est finalement pas très libre, mais on peut s'émanciper de ce qui entrave notre puissance et notre épanouissement en créant des conditions favorables du mouvement, des rencontres, des événements émancipateurs, etc. Et maintenant, dernière partie. Quelle nouvelle valeur? Ok, donc si je reprends depuis le début, négocier ou coopérer, c'est mieux que se foutre sur la tronche pour satisfaire nos besoins. Ok, on va se calmer sur le progrès matériel, car il n'y aura pas assez de ressources pour tout le monde, donc il faut les gérer en commun afin de ne pas s'entretuer. En plus, ça détruit notre environnement, les autres espèces, et nous avec. Et on peut pouvoir s'émanciper de ce qui entrave notre épanouissement par du mouvement social émancipateur. Ok. Alors du coup, c'est quoi la valeur? Je vous le demande. Eh bien, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie qu'il fallait répondre. Mais oui, l'harmonie dans la réponse à nos différents besoins. L'harmonie au sein des groupes, entre les communautés, entre les peuples, entre les humains et les animaux non humains. L'harmonie, c'est la qualité de vie et l'épanouissement pour toutes et tous. C'est l'âge d'or. Voilà, c'était pas si dur à trouver finalement. Et comment on fait pour y arriver, hein? Eh bien, en mettant en place la démocratie réelle. Car la démocratie directe, par la délibération entre des citoyennes et des citoyens différents, mais égaux politiquement, crée le mouvement, provoque des rencontres, des événements
qui renforce notre capacité d'agir, nous aide à nous libérer des entraves à notre épanouissement. Et pour couronner le tout, avec cette intelligence collective, nous allons inventer un nouveau mode économique qui sera à notre service. Trop fort. Bon, allez, on va s'arrêter là. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'en peux plus. Je vous ai mis des vidéos dans la description pour approfondir le sujet. Dans les prochaines vidéos, on verra quelle forme notre démocratie idéale pourrait prendre. Vous allez voir, c'est très jouissif. Merci de contribuer au succès de la chaîne et de la révolution en likant la vidéo, la partageant, en vous abonnant à la chaîne et en laissant des commentaires pour me faire plaisir, contribuer aux échanges et épater l'algorithme de YouTube. Si ça ne se renverse pas le capitalisme, au moins ça y contribue. Et méfiez-vous des gens qui veulent abattre l'État et donner le pouvoir de décision aux experts. Eh bien, à la prochaine vidéo les sans-culottes. Ciao!